La Belgique entend reconnaître sous condition un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies et va imposer des sanctions au gouvernement israélien. Au moins 1400 personnes ont été tuées et plus de 3000 blessées dans l'est de l'Afghanistan à la suite d'un tremblement de terre dévastateur, un bilan fourni par les dirigeants talibans. Nicolás Maduro accuse Donald Trump de préparer un changement de régime au Venezuela et a exhorté l'armée du pays à se préparer à une éventuelle invasion américaine. La Belgique reconnaîtra un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. À cela, deux conditions, la libération des otages et l'éviction du Hamas de la gestion du pays. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a fait cette annonce dans un post sur X, ajoutant que des sanctions seront également imposées au gouvernement israélien. Cette décision a permis d'éviter une crise gouvernementale déclenchée par des désaccords entre les partis sur la mise en œuvre de mesures plus sévères à l'encontre d'Israël en raison de sa conduite à Gaza. Ik begrijp zeer goed dat het een gevoelig punt is, een heel gevoelig thema. We zien ook allemaal die beelden en iedereen is daardoor geraakt. Maar we moeten natuurlijk ook verder kunnen besturen met de problemen die er nog op ons bord liggen hier in Vlaanderen. En dat zijn er meer dan genoeg, zeker de komende maand. En dan is het belangrijk dat we dit kunnen achter ons laten, dat we nu weten hoe we willen reageren, welk signaal we willen geven en onder welke vorm. Les ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ainsi que les colons les plus violents feront l'objet de sanctions. La Belgique imposera des restrictions sur certaines exportations d'armes et interdira les importations en provenance des colonies illégales. Les politiques de marché public avec les entreprises israéliennes seront également réexaminées. Enfin, le gouvernement s'efforcera de faciliter l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et consacrera plus d'argent au financement du programme alimentaire mondial. Près de 1400 personnes ont péri et plus de 3000 autres ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan suite au violent tremblement de terre de dimanche, un bilan fourni par les dirigeants talibans. D'une magnitude de 6, la secousse a ébranlé les provinces de Kunar, Jalalabad et Nangarhar. Dans ces montagnes isolées où routes et villages restent difficilement accessibles, les autorités redoutent un bilan bien plus lourd. Les secours luttent contre le relief et les décombres pour atteindre les zones dévastées. Le Croissant Rouge afghan a de son côté confirmé ce bilan, évoquant aussi des destructions massives d'habitations et d'infrastructures. Ce nouveau drame s'inscrit dans une série de secousses meurtrières. Le 19 avril dernier, un séisme de magnitude 5,7 avait déjà été enregistré au nord-est de Kaboul sans provoquer de lourds dégâts. En juin 2022, un tremblement de terre encore plus fort avait fait plus d'1 millier de morts dans l'est du pays, rappelant la vulnérabilité de l'Afghanistan face à ces catastrophes. Nicolás Maduro accuse Donald Trump de préparer un changement de régime au Venezuela. Alors que Washington a renforcé sa présence navale dans les Caraïbes, le dirigeant chaviste, allié de la Chine et de la Russie, a prévenu qu'il proclamerait une république constitutionnelle en armes si les forces américaines attaquaient son pays. Nicolás Maduro a assuré que le Venezuela était un pays pacifique et a toutefois précisé que son armée était extrêmement bien préparée. Le président a déployé quelques 15 000 soldats le long des côtes et de la frontière avec la Colombie et a exhorté les Vénézuéliens à s'enrôler dans une milice civile. Les États-Unis justifient de leur côté leur déploiement naval en invoquant la lutte contre les cartels de drogue et le laxisme de Caracas. Une flottille navale américaine composée d'au moins 8 navires de guerre et transportant environ 4500 hommes est actuellement concentrée dans les eaux proches de l'Amérique latine. Au début du mois, Donald Trump a rehaussé à 50 millions de dollars la récompense promise pour toute aide à l'arrestation du dirigeant qu'il accuse d'être impliqué dans le narcotrafic. L'avion à bord duquel voyageait Ursula von der Leyen a été victime ce dimanche d'un brouillage GPS alors que la présidente de la Commission européenne se rendait en Bulgarie. Son équipe a expliqué que l'appareil a atterri sans difficulté grâce au pilote qui a utilisé des cartes papier plutôt que le système électronique conventionnel. Elle a également indiqué que la Russie était soupçonnée d'être derrière cette ingérence. Moscou a été accusé à plusieurs reprises de brouiller et d'usurper les systèmes GPS en Europe de l'Est, des interférences considérées comme une forme de guerre hybride lancée par le Kremlin en représailles au soutien européen à l'Ukraine. Of course, this will only reinforce even further our unshakable commitment to ramp up defense capabilities and support for Ukraine.
This incident actually underlines the urgency of the mission that the President is carrying out in the frontline member states these days. There she has seen firsthand the everyday challenges of threats coming from Russia and its proxies. And of course, the EU will continue to invest into defense spending and in Europe's readiness even more after this incident. Pour Ursula von der Leyen, ce voyage en Bulgarie entre dans le cadre de sa tournée des États membres limitrophes de la Russie et du Bélarus, qui vise à exprimer la solidarité et à promouvoir le projet de l'Union européenne d'augmenter les dépenses en matière de défense. Dans une interview accordée à Euronews, le président du Parti populaire européen Manfred Weber a déclaré que le brouillage GPS de l'avion d'Ursula von der Leyen prouve que l'Europe doit s'unir afin de renforcer ses capacités de défense. The European level, the European Commission, Council and so on, is obviously a point of target for the Russian attacks, and that's why we have to strengthen also protecting our institutions on European level. Again, we want to have a peaceful and treaty-based and consent-based cooperation with all our partners. But if someone like Putin is becoming aggressive, is becoming brutal, takes our way of life into question, then we have to stand up and defend ourselves. Manfred Weber a évoqué le programme européen SAFE, doté de 150 milliards d'euros pour la défense, qui permet aux États membres d'investir davantage, notamment à l'est du continent. It's not that responsibility of Romania, Poland and the Baltic countries to build up a European pillar of defense or a missile defense shield, for example. It's the responsibility for all Europeans. So all Italians, Spaniards, the German citizens also have to invest in our security to protect the east of Europe. And that's why the East Shield, to build up a strong defense on the east side of the European continent, is a joint European responsibility. Ces déclarations interviennent alors qu'Ursula von der Leyen effectue une tournée dans les États membres de l'UE limitrophes de la Russie et du Bélarus afin d'exprimer sa solidarité et de promouvoir les plans européens visant à augmenter les dépenses de défense. Pour Friedrich Merz, la guerre en Ukraine pourrait encore durer longtemps et il n'est pas envisageable d'y mettre fin rapidement à ses dépens. Dans une interview accordée à la chaîne publique allemande ZDF, le chancelier allemand a déclaré qu'il n'avait pas perdu l'espoir d'un cessez-le-feu mais qu'il ne se faisait pas d'illusions. Par ailleurs, Friedrich Merz a averti que la guerre ne pourrait prendre fin que si la Russie n'était plus en mesure de la soutenir financièrement ou militairement. Il a donc appelé les alliés de l'Ukraine à maintenir et renforcer la pression économique sur Moscou pour rendre cela possible. Also ich stelle mich innerlich darauf ein, dass dieser Krieg noch lange dauern kann. Wir versuchen ihn so schnell wie möglich zu beenden, aber ganz sicher nicht um den Preis der Kapitulation der Ukraine. Denn man kann den Krieg morgen am Tag beenden, indem die Ukraine kapituliert, aufgibt und das Land seine Eigenständigkeit verliert. Nur dann ist übermorgen das nächste Land dran und dann sind übermorgen wir dran. Das ist keine Option. L'Allemagne est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine et a fourni ou promis une aide militaire d'une valeur d'environ 40 milliards d'euros depuis que la Russie a envahi le pays en 2022. Ces derniers mois, Berlin et d'autres pays occidentaux se sont ralliés à un nouvel effort diplomatique pour mettre fin à la guerre, mais les alliés de l'Ukraine ont accusé le dirigeant russe Vladimir Poutine d'éviter des négociations sérieuses. Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi l'arrestation d'un suspect dans l'assassinat d'Andriy Paroubi, homme politique de premier plan et ancien président du Parlement ukrainien. Ils ont évoqué une possible implication de la Russie. Selon le président Volodymyr Zelensky, le suspect, âgé de 52 ans, a fait un premier témoignage et une enquête est en cours. Le chef du service de sécurité ukrainien dans la région de Lviv a précisé qu'il existait des informations opérationnelles indiquant l'implication possible des services spéciaux de la Fédération de Russie dans l'organisation du meurtre. Fin de citation. Andriy Paroubi a été assassiné samedi en pleine rue à Lviv. Lors d'un point presse, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait été abattu de 8 balles tirées avec une arme à feu à canon court. Seulement 7 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime. La police a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Andriy Paroubi avait reçu des menaces avant sa mort.
Le club de football de Liverpool a battu le record de transfert en Angleterre en recrutant l'attaquant de Newcastle, Alexander Isak, pour 145 millions d'euros. Il s'agit de la 5e recrue majeure du club au cours d'une période de transfert chargée qu'il a vu débourser environ 480 millions d'euros, sans compter les primes et suppléments. Un record pour le club. Ce transfert marque la fin d'une saga de plusieurs mois de rumeurs et de querelles en coulisses sur l'avenir de l'international suédois. Le champion de Première Ligue en titre a également dépensé beaucoup d'argent pour recruter le milieu allemand Florian Wirtz et le défenseur néerlandais Jeremy Frimpong, tous deux achetés à prix d'or au Bayer Leverkusen. Le mercato estival a également battu le record de dépenses de la Première Ligue qui a vu les clubs dépenser plus de 3,5 milliards d'euros contre 2,27 milliards l'été précédent. Dans le nord de la Roumanie, une poignée de bénévoles se sont fixés comme objectif de rénover et de sauver une église gothique vieille de plus de 600 ans. Les travaux de l'édifice, dans un état de délabrement avancé, ont pu débuter grâce à une campagne de collecte de fonds menée auprès de ceux qui apprécient le patrimoine culturel de Transylvanie. Ce projet est mené par les bénévoles de l'association Petrus Italus Trust en partenariat avec la communauté locale du village de Corvinești et de la paroisse orthodoxe. Les travaux ont débuté il y a quelques jours par la rénovation du toit. Am apelat la o soluție mai interesantă, o campanie de strângere de fonduri prin care fiecare donator care donează 30 de lei pentru o șindrilă poate să-și inscripționeze numele pe șindrila donat. Pour le moment, seuls 17 bénévoles, dont la plupart sont des étudiants en architecture venus de tout le pays, s'affairent. De quoi réjouir les habitants de cette petite commune. Era frumoasă pentru noi, pentru tineri. Vineam aici la biserică să văceam, mai ales de ramul Mihail și Gavrila. Selon les premières estimations, la rénovation de l'église coûtera quelques 30 000 euros, une somme que les bénévoles espèrent réunir grâce à la collecte de dons. La petite église est un exemple de collaboration interconfessionnelle, puisqu'elle a accueilli pendant 6 siècles des offices catholiques, luthériens puis orthodoxes.